Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la force des acides et des bases. Dans une première partie, on va tout d'abord s'intéresser à la réaction entre un acide ou une base avec l'eau. Petit 1, produit ionique de l'eau. Le pH de l'eau pure ne peut être mesuré que dans des laboratoires hyper spécialisés. La mesure du pH de l'eau pure donne une valeur de 7,0 à la température de 25 degrés. Cette valeur a été prise pour définir un milieu neutre du point de vue acido-basique. Dans l'eau pure à 25 degrés, si on se rappelle de la définition du pH d'une solution aqueuse, on peut retrouver que la concentration en ion H3O+, va donc être égale à 10 puissance moins pH multiplié par la concentration C0, est égal à 1 mol par litre. Donc concentration en H3O+, pour une solution de pH 7 est égale à 10 puissance moins pH, c'est-à-dire à 10 puissance moins 7, soit 1,0 fois 10 puissance moins 7 mol par litre. Donc ça veut dire que dans l'eau pure, il n'y a pas que de l'eau, puisqu'il y a au moins des ions H3O+, à la concentration de 1,10-7 mol par litre. Alors d'où viennent ces ions H3O+, qui sont présents en très faible quantité, certes, mais qui sont présents dans l'eau pure? Eh bien, on sait que l'eau est un composé amphotère, un ampholyte, qui appartient à deux couples acide-base, les couples H3O+, H2O et H2O, HO-. Et donc, en fait, ces ions H3O+, vont provenir de la réaction qui peut avoir lieu entre deux molécules d'eau qui vont pouvoir s'échanger un proton. Au cours de ce transfert, eh bien, une des molécules d'eau va récupérer un proton de la molécule d'eau qui est située à proximité, va devenir un ion oxonium H3O+, et pendant le même temps, la molécule d'eau qui aura cédé son proton deviendra un ion hydroxyde HO-. Cette réaction de l'eau sur elle-même s'appelle la réaction d'autoprotolyse de l'eau, et heureusement que cette réaction est une réaction qui est très peu avancée, sinon ça voudrait dire que dès que deux molécules d'eau entrent en contact, eh bien ces molécules d'eau réagissent pour former des ions oxonium et des ions hydroxydes, ce qui détruirait l'eau présente sur Terre si cette réaction était totale. Donc heureusement, elle est très peu avancée, c'est-à-dire qu'elle est très limitée. Cette réaction qu'on appelle la réaction d'autoprotolyse est donc susceptible de s'effectuer dans les deux sens. Elle correspond donc à ce que nous avons défini dans le chapitre précédent et qui s'appelle un équilibre chimique. La constante d'équilibre correspondant à cette réaction d'autoprotolyse de l'eau est appelée produit ionique de l'eau et s'exprime donc de la manière suivante. Ke est égal à concentration en H3O+ sur C0 multiplié par concentration en HO- sur C0. C0, c'est la petite concentration de référence qu'on doit faire intervenir afin que les constantes d'équilibre soient des grandeurs sans dimension. Et le petit f qui est à côté des concentrations signifie qu'on est dans l'état final, c'est-à-dire qu'on a atteint l'état d'équilibre. On peut définir pKe comme étant moins log de Ke, et comme toute constante d'équilibre, Ke est indépendante de l'état initial et ne va dépendre que de la température. Alors à 25 degrés, il faut savoir que Ke est égal à 10 puissance moins 14, ou pKe égale 14. Alors dans une deuxième partie, on va s'intéresser à la notion de solution neutre, solution acide et solution basique. Alors je tiens à faire un rappel. Un acide est une espèce chimique capable de céder un H+, une base est une espèce chimique capable de capter un H+, et à partir de maintenant, il ne va plus falloir confondre qu'est-ce qu'un acide, qu'est-ce qu'une base, et qu'est-ce qu'une solution acide et une solution basique. Alors par définition, une solution est neutre du point de vue acido-basique si et seulement si sa concentration en H3O+ va être égale à sa concentration en HO-. Reprenons l'expression du produit ionique de l'eau. L'expression du produit ionique de l'eau, c'était concentration en H3O+ fois concentration en HO-, divisé par C0 carré pour avoir une constante d'équilibre qui n'a pas d'unité. Dans le cas où la concentration en ion hydroxyde est égale à celle en ion oxonium, on va donc obtenir que Ke c'est concentration en H3O+ au carré sur C0 au carré. En faisant moins log des deux membres de l'équation, on va donc avoir pKe est égal à moins log de Ke est égal à moins log de concentration H3O+ sur C0 au carré. Ensuite, on a toujours dans le membre de gauche pKe est égal à, en utilisant la propriété de la fonction logarithme qui dit que logarithme de a puissance n égale n log de a, voire le cours de maths, on va pouvoir se débarrasser du carré qui intervient dans le log ici. Et donc je vais donc obtenir pKe égale moins 2 log de concentration en H3O+ sur C0. En faisant passer le 2 de l'autre côté, on obtient 1,5 de pKe égale moins log de concentration H3O+ sur C0.
Par définition, ceci est l'expression du pH, donc je vais avoir pH égale 1/2 de pKe. Donc si je me replace dans le cadre dans lequel j'ai fait mon étude, j'ai dit que j'avais une solution neutre, et j'obtiens pH égale 1/2 de pKe, c'est-à-dire 1/2 de 14, c'est-à-dire 7. Donc je vois l'équivalence entre le fait que la solution soit neutre du point de vue acido-basique et le fait que son pH soit égal à 7. Donc on retrouve le résultat que vous connaissiez déjà depuis longtemps, à savoir qu'une solution neutre du point de vue acido-basique dans l'eau a un pH qui sera égal à 7. De manière analogue, on va pouvoir définir une solution acide. Attention, j'insiste bien, une solution acide, pas un acide. Donc une solution acide va être une solution à l'intérieur de laquelle la concentration en ion H3O+ sera supérieure à celle en ion HO-. Là encore, en reprenant l'expression du produit ionique de l'eau, eh bien on va avoir concentration H3O+ fois concentration HO- sur C0 carré, qui va être inférieure à concentration en H3O+ au carré sur C0 au carré. En effet, on prend l'inéquation qu'on avait ici, on multiplie de part et d'autre par concentration en H3O+, divisé par C0 au carré, on obtient l'expression de KE. Cette inégalité, eh bien, on va prendre moins log de chaque membre de cette inégalité. La fonction moins log étant décroissante, je vais inverser le sens de l'inégalité. Je vais obtenir pKe est supérieur à moins log de concentration H3O+ sur C0 au carré. En utilisant la propriété de la fonction logarithme, je vais pouvoir sortir le carré, qui va devenir moins 2 log de concentration H3O+ sur C0. Je divise par 2 les deux membres de l'inéquation et je vais trouver que 1/2 de pKe va être supérieur à moins log de concentration H3O+ sur C0, c'est-à-dire pH. Et donc je vais retrouver, dans le cas où j'avais affaire à une solution acide, eh bien le fait que le pH est nécessairement inférieur à 7. De manière analogue, on peut faire le même genre de raisonnement pour les solutions basiques. Solutions basiques, ce sont les solutions pour lesquelles la concentration en H3O+ est inférieure à la concentration en HO-, bien sûr toujours en solution aqueuse, dans l'eau. Et on va donc pouvoir tracer le diagramme suivant, avec un axe en valeur de pH gradué de 0 à 14, avec la valeur centrale de 7 qui va définir une solution neutre, pour laquelle la concentration en ion oxonium est égale à la concentration en ion hydroxyde. Pour un pH inférieur à 7, on retrouve les solutions acides qui correspondent à une concentration en ion oxonium supérieure à celle en ion hydroxyde, et inversement pour les solutions basiques. Dans une troisième partie, je vais m'intéresser à la notion de force des acides et des bases. On appelle acide fort un acide dont la réaction sur l'eau est totale. Attention, c'est la réaction avec l'eau qui est totale, pas la réaction avec n'importe quelle autre base. L'équation de la réaction d'un tel acide, c'est-à-dire d'un acide fort que je nomme HA avec l'eau, va donc s'écrire HA plus H2O, donne avec une simple flèche pour signifier que la réaction est totale. Et ensuite, je note les produits de la réaction acido-basique. Donc l'acide va donner son proton à H2O qui va devenir l'ion oxonium H3O+, plus A-, puisque l'acide aura perdu son proton. Le pH d'une solution diluée d'acide fort, de concentration comprise entre 10-6 et 5-10-2 mol par litre, va donc être donné par la relation pH égale moins log de C, avec C, la concentration en acide de la solution. Des exemples d'acide fort, on peut citer par exemple l'acide nitrique. Donc on peut écrire l'équation de sa réaction avec l'eau correspondante. On appelle base forte une base pour laquelle la réaction avec l'eau est totale. L'équation de la réaction d'une telle base A- avec de l'eau s'écrirait A- plus H2O donne AH plus HO-. Attention, je rappelle qu'une base n'est pas nécessairement chargée négativement. Là, j'ai juste pris un exemple en reprenant le couple acido-basique AH, A-. Mais la base peut être neutre, chargée positivement, chargée négativement, peu importe. Le pH d'une solution diluée de base forte de concentration donc comprise entre 10-6 et 5-10-2 mol par litre sera donné par la relation pH égale 14 plus log de C. Cette relation se démontre facilement à partir de la définition de la notion de pH et en utilisant l'expression et la valeur du produit ionique de l'eau. On peut citer comme exemple de base forte la potasse KOH qui réagit donc totalement avec l'eau pour former K++ HO-. On appelle acide faible un acide dont la réaction sur l'eau est limitée. L'équation de la réaction d'un tel acide qu'on peut noter par exemple HA avec l'eau va donc être HA plus H2O donne, avec une double flèche ou un signe égal,
H3O++ A-, pour signifier que la réaction n'est pas totale. On peut citer comme exemple l'acide éthanoïque, qui est un acide faible. Je rappelle à ce sujet que tous les acides carboxyliques, c'est-à-dire les molécules organiques de la forme RCOOH, eh bien tous les acides carboxyliques sont des acides faibles. On appelle base faible une base dont la réaction avec l'eau n'est pas totale. L'équation de la réaction d'une telle base A- avec l'eau s'écrirait donc A- plus H2O donne, avec une double flèche AH plus H-. On peut citer comme exemple l'ammoniac NH3 qui est une base faible. Les amines, qui sont donc des composés organiques de formule générale R NH2 ou RR'NH ou RR'(N). Dans une deuxième grande partie, on va s'intéresser à la constante d'acidité d'un couple acide-base. Alors on va définir cette constante d'acidité. Alors cette constante d'acidité correspond à la constante d'équilibre qu'on a définie dans le chapitre précédent, mais pas de n'importe quelle réaction, de la réaction d'un acide faible sur l'eau. Donc on écrit, pour retrouver l'expression de cette constante, l'équation de la réaction sous la forme AH plus H2O donne A- plus H3O+. La constante d'équilibre de cette réaction serait donc produit de la concentration des produits divisé par produit de la concentration des réactifs, en prenant en compte les coefficients stoichiométriques qui sont ici de 1 partout. Ce qui me donnerait Ka est égal à concentration en H3O+ fois concentration en A-, en n'oubliant pas de diviser par la concentration standard C0 de 1 mol par litre, uniquement pour avoir affaire à des constantes d'équilibre qui n'ont pas d'unité, pas de dimension, divisé par, et au dénominateur, on va avoir uniquement concentration en AH divisé par la concentration standard, puisque l'eau est le solvant, et donc je vais prendre son activité, c'est-à-dire le rapport de sa concentration sur C0, égale à 1. On peut définir, comme on avait défini pKe par rapport à Ke, le produit ionique de l'eau, et bien on peut définir la grandeur pKa par rapport à Ka, et cette notion de pKa va juste servir lorsqu'on a des valeurs de Ka qui sont du genre 10 puissance moins quelque chose, et bien avoir une valeur qui va pouvoir s'affranchir des puissances de 10, puisqu'on va passer au logarithme. Donc c'est juste une autre manière de voir Ka. Cette constante Ka, cette constante d'acidité, n'a pas d'unité et ne dépend que de la température. Alors souvent cette notion de constante d'acidité est un peu abstraite, alors il faut la comprendre en se disant que cette constante d'acidité, déjà elle est associée à un couple acide-base, et c'est une grandeur, une valeur numérique qui va caractériser ce couple acide-base. Alors on peut garder dans l'idée que Ka c'est la constante d'équilibre de la réaction d'hydrolyse d'un acide. Cette constante d'équilibre, on l'a vu dans le chapitre précédent, plus elle est grande, plus la réaction se rapproche d'une réaction totale, donc on peut avoir dans l'idée que le Ka pour un couple acide-base, ça va être un nombre. Ce nombre sera d'autant plus grand que la réaction de l'acide sur l'eau sera totale, et quand la réaction de l'acide sur l'eau est totale, l'acide est fort. Donc quand Ka est grand, l'acide sera fort. Le nombre Ka va me permettre de savoir, en gros, quelle est la force de l'acide. Alors souvent, ce qui est tabulé, c'est pas les valeurs de Ka, c'est les valeurs de pKa, vu que pKa c'est moins log de Ka. Il y a le signe moins qui va tout inverser. Donc plus le pKa est petit, et plus un acide sera fort. Et pour sa base conjuguée, ça va être l'inverse. Donc si j'ai le pKa d'un couple acide-base, plus il est petit, plus l'acide est fort, et plus il est petit, plus la base est faible. Alors prenons un exemple d'écriture de la constante d'acidité. On s'intéresse au couple acide-base qui fait intervenir l'acide éthanoïque. Pour pouvoir écrire la constante d'acidité, tout d'abord je vais écrire la réaction d'hydrolyse de cet acide, c'est-à-dire la réaction de cet acide avec l'eau, sous cette forme-là. Et ensuite j'utilise la définition habituelle de la constante d'équilibre qui va me donner l'expression de la constante d'acidité. Je rappelle que la concentration en eau est prise égale à 1 mol par litre, puisque l'eau est le solvant dans cette réaction. De la même manière, on peut définir la constante d'acidité du couple H3O plus H2O. Donc on écrit la réaction de l'acide avec l'eau, donc on va écrire H3O plus H2O, donne. Et au cours de cette réaction, s'il y a un transfert de protons entre H3O plus et H2O, je vais obtenir H2O plus H3O plus. Je me rends compte que l'écriture de l'équation de cette réaction va me donner une valeur de constante d'équilibre qui va être égale à 1, puisque je vais prendre produit des concentrations des produits divisé par produit des concentrations des réactifs en prenant en compte les coefficients. Ça me fera concentration H3O plus finale sur concentration H3O plus finale, et ça va donc me donner 1.
Concernant la constante d'acidité de l'autre couple de l'eau, à savoir le couple H2O, eh bien pour pouvoir trouver son expression et sa valeur, on va écrire l'équation de la réaction de l'eau sur l'eau, puisque l'eau est considérée comme acide et elle doit réagir avec l'eau pour qu'on puisse écrire la constante d'acidité. Ça me donne donc H2O plus H2O, donne transfert de protons entre l'acide et la base, ça va me donner H3O plus HO-. Je reconnais ici l'écriture de l'équation de la réaction d'autoprotolyse de l'eau, dont la constante d'équilibre n'est autre que le produit ionique de l'eau, Ke, et je vais donc avoir le Ka de ce couple qui va être égal à Ke, c'est-à-dire à 10 puissance moins 14. Donc le pKe du couple H2O sera égal à 14. On peut donc conclure sur cette notion de constante d'acidité, ou de pKa, qu'un acide est d'autant plus fort que sa constante d'acidité est grande, et donc que son pKa est faible. Une base est d'autant plus forte que sa constante d'acidité est faible, et que donc son pKa est grand. Autrement dit, la force d'un acide et la force de sa base conjuguée vont varier dans des sens contraires. On peut conclure en disant que plus un acide est fort, plus sa base conjuguée est faible, et de la même manière, plus une base est forte et plus son acide conjugué est faible. Voici un petit tableau qui donne quelques exemples de couple acide-base avec l'évolution de la force des acides et des bases en fonction de la valeur du pKa du couple acide-base. Concernant la notion de domaine de prédominance, on va tout d'abord définir ce que c'est que la notion de prédominance. Une espèce est prédominante devant une autre si sa concentration dans la solution est supérieure à celle de cette autre espèce. On peut parler d'espèces majoritaires aussi, quand le rapport de concentration entre l'espèce présente en plus grande quantité et celle présente en plus faible quantité est dans le rapport de 10. Et on va pouvoir dire aussi qu'une espèce est ultra majoritaire devant une autre si sa concentration est 100 fois supérieure à celle de l'autre espèce. Alors on va démontrer une relation très importante qui est la relation d'Andersen-Hasselbalch. Alors pour démontrer cette relation, on va partir de la définition de la constante d'acidité d'un couple acide-base. Donc on s'intéresse à un couple acide-base générique, on va dire le couple AH-A-. On écrit l'expression de sa constante d'acidité. Ce serait donc le rapport H3O+ sur C0 fois A- sur C0 divisé par AH sur C0. Donc on recommence comme tout à l'heure, on écrit l'équation de la réaction d'hydrolyse de l'acide, puis on écrit sa constante d'équilibre. De cette relation, eh bien, je vais isoler concentration en H3O+ sur C0 afin de pouvoir ensuite en déduire le pH. Donc concentration en H3O+ sur C0 tirée de cette expression va donc être égale à Ka fois concentration en H sur concentration en A-. Les concentrations standards C0 et s'étant simplifiées. À partir de cette relation, je vais prendre moins log de chacun des deux membres de l'égalité. Je vais donc obtenir eh bien, à gauche moins log de concentration en H3O+ sur C0, ça va être pH. Et à droite, eh bien, je vais avoir moins log de Ka fois le rapport de concentration en acide sur concentration en base, tout le temps dans l'état final, c'est-à-dire dans l'état d'équilibre. Je vais modifier cette relation en pensant que dans le membre de droite, ce qui est à l'intérieur du logarithme, c'est un produit. Et on se rappelle que les maths nous disent que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Donc je vais couper en deux le logarithme du membre de droite. Je vais donc avoir pH égale moins log de Ka plus log du rapport de AH sur A-. En distribuant le moins à l'intérieur de la parenthèse, je vais donc avoir du moins log de Ka, qui est la définition de pKa, et ensuite plus log de, alors je fais rentrer le moins à l'intérieur du log, et je vais donc avoir A- sur AH. J'obtiens donc la relation pH égale pKa plus log de concentration en base sur concentration en acide, tout ça à l'équilibre, qu'on appelle la relation d'Andersen-Hasselbalch, qu'on peut retenir sous la forme simplifiée pH égale pKa plus log de base sur acide. Cette relation est à connaître, mais on peut très bien vous demander de la redémontrer au cours d'un exercice. À partir de cette relation, on va pouvoir définir ce que c'est qu'un diagramme de distribution qui représente en fait les pourcentages des espèces acides et basiques d'un même couple présent dans une solution en fonction du pH de cette solution. Et un diagramme de distribution ressemble à ça. Donc on a sur l'axe des ordonnées une graduation en pourcentage, sur l'axe des abscisses un axe en graduation de pH, et ensuite on représente deux courbes, celle de la forme acide et celle de la forme basique. Si on nous demande de les légender dans un exercice pour lequel ce ne serait pas fait,
eh bien pour un pH très faible, eh bien c'est l'acide qui va être présent à 100%, alors que pour un pH élevé, c'est la base qui va être présente à 100%. On remarque que pour la valeur pH égale pKa, on a 50% d'acide, 50% de base, ce qu'on retrouve en utilisant la relation établie précédemment, à savoir pH égale pKa plus log de base sur acide. On retrouve bien que le pH est égal au pKa lorsque le log est nul, et on sait d'après les maths qu'un log est nul quand ce qui est à l'intérieur du log, à savoir ici la concentration en base divisée par la concentration en acide, est égal à 1. On retrouve bien que pH égale pKa lorsqu'il y a autant d'acide que de base. Alors grâce à cette relation, on va pouvoir aussi établir ce qu'on appelle le diagramme de prédominance. Donc je repars de pH égale pKa plus log de concentration en A- moins sur concentration en AH, et je vais d'abord m'intéresser au premier cas, le cas qu'on vient de définir, où pH est égal à pKa. Dans ce cas-là, le log doit être égal à 0, c'est-à-dire le rapport des concentrations de base et d'acide égal à 1, et donc je vais avoir autant de base que d'acide lorsque pH égale pKa. Ensuite, si le pH est supérieur au pKa, eh bien ça veut dire qu'à ce moment-là, log de A- sur AH est forcément supérieur à 0, si je regarde la relation d'Anderson-Hasselbalch. Le logarithme est positif si ce qui est à l'intérieur du logarithme est supérieur à 1, c'est-à-dire si concentration en A- est supérieure en concentration en AH, c'est-à-dire qu'il y a plus de base que d'acide. Dans le cas où le pH serait inférieur au pKa, eh bien cette fois-ci le logarithme serait négatif, ce qui voudrait dire que ce qui est à l'intérieur du logarithme est plus petit que 1, ce qui voudrait dire qu'il y a moins de base que d'acide, ce qui nous permet de définir le diagramme, donc qui est tout simplement un diagramme où j'ai un axe horizontal gradué en valeur de pH qui varie entre 0 et 14 puisqu'on est en solution aqueuse, avec une valeur centrale, et là c'est très important, j'insiste, une valeur centrale qui est égale à pKa, et au niveau de cette valeur centrale, c'est-à-dire lorsque pH égale pKa, eh bien j'ai démontré que la concentration en acide était égale à la concentration en base. J'aurais dû préciser que tout ça était dans l'état d'équilibre, dans l'état final. Que se passe-t-il lorsque le pH est inférieur au pKa ? Quand le pH est inférieur au pKa, on vient de le montrer dans le dernier cas juste au-dessus, et bien à ce moment-là, cela signifie qu'il y a plus d'acide que de base. Et dans le cas où pH serait supérieur à pKa, eh bien on se retrouve dans le cas où c'est la base qui prédomine, c'est-à-dire que la concentration en base est supérieure à la concentration en acide. On retrouve souvent ce diagramme de prédominance et des questions à ce sujet-là dans les exercices de bac. Alors je vais faire une petite remarque qui peut nous permettre de déterminer expérimentalement la valeur du pKa d'un couple acide-base. Il y a différentes manières de faire, mais une des manières pourrait être eh bien, d'utiliser un titrage acido-basique. Alors en effet, intéressons-nous en imaginant qu'on est un acide faible et qu'on décide de faire le titrage de cet acide faible par des ions hydroxydes. Alors je rappelle qu'un acide faible est un acide pour lequel la réaction avec l'eau est limitée, mais si je réalise un titrage acido-basique avec les ions hydroxydes, la réaction va être totale. La réaction limitée pour un acide faible se fait uniquement avec l'eau. Donc dans cette optique, on fait réagir l'acide faible avec les ions hydroxydes. On obtiendrait donc la base conjuguée et les ions oxonium. On se place à la demi-équivalence de ce titrage. Alors je rappelle que l'équivalence, c'est lorsqu'on est dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire que tous les réactifs sont consommés. Là, à la demi-équivalence, eh bien, on va consommer le réactif titré à moitié. Donc là, le réactif titré, ce serait l'acide faible. Ça veut dire que si je traçais le tableau d'avancement concernant le système chimique à la demi-équivalence, eh bien on écrirait donc l'équation de la réaction. L'état initial, il y aurait une certaine quantité N0 mol de l'acide à doser. J'ajoute une quantité d'ion hydroxyde qui est égale à la moitié, puisque je suis à la demi-équivalence de cette quantité. Et si je regarde dans l'état final à la demi-équivalence, il va me rester la moitié de l'acide faible, et eh bien l'autre moitié aura été consommée afin de former N0 sur 2 mol de la base conjuguée de cet acide faible. Si j'essaye de décrire la relation d'Andersen à propos de cette situation-là, c'est-à-dire lorsque je me trouve à la demi-équivalence, eh bien je vais écrire pH égale pKa plus log de la concentration en base sur concentration en acide. Je viens de voir qu'à la demi-équivalence, j'avais autant de base que d'acide. Et à ce moment-là, je vais donc avoir log de 1, c'est-à-dire 0, c'est-à-dire que je me retrouve à pH égale pKa.
Donc si on se place à la demi-équivalence, c'est-à-dire que lorsqu'on a inversé un volume de solution titrante égal à la moitié du volume à l'équivalence, eh bien on va pouvoir lire sur la courbe de pH la valeur du pKa. pH égale pKa à la demi-équivalence. Donc on va revenir à l'utilisation d'un indicateur coloré pour repérer l'équivalence d'un titrage acido-basique. Donc on en a déjà parlé un petit peu dans le chapitre du début de l'année sur les acides et les bases. Donc on va donner la définition, on appelle indicateur coloré acido-basique un couple acide-base qu'on peut loter INDH pour int pour indicateur et H c'est pour la forme acide, / IND-, donc la forme basique de cet indicateur, dont les espèces conjuguées n'ont pas la même couleur. Donc un indicateur coloré, c'est un couple acide-base pour lequel l'acide et la base n'ont pas la même couleur. Ils sont utilisés parce que lorsqu'on ajoute quelques gouttes de cet indicateur coloré dans une solution, eh bien, il ne prendra pas la même couleur en fonction du pH de la solution dans laquelle on va le placer. C'est le cas du petit exemple qui est ici, qui concerne le BBT, qui va être jaune en milieu acide, bleu en milieu basique, et ce qu'on va appeler sa teinte sensible, c'est-à-dire la couleur qu'il va prendre lorsque la solution n'est ni très acide ni très basique, eh bien, cette teinte sensible va être le vert. La teinte sensible est atteinte pour la valeur de pH égale pKa, comme on l'a défini tout à l'heure sur le diagramme de distribution, que je présente ici, concernant un indicateur coloré. La zone de virage d'un indicateur coloré est la zone de pH pour laquelle la solution va prendre la teinte sensible, c'est-à-dire va changer de couleur. Si on veut faire le bilan sur le critère de choix d'un indicateur coloré acido-basique, eh bien, on va considérer qu'un indicateur coloré va convenir pour un dosage si, lorsque on arrive à l'équivalence, eh bien, l'indicateur coloré change de couleur, c'est-à-dire qu'il faut que la zone de virage de l'indicateur coloré contienne la valeur du pH à l'équivalence. Et bien sûr qu'il n'y ait pas trop d'incertitude lors de la lecture de la valeur. Alors si on prend l'exemple qui est proposé ici, on se rend compte que le pH à l'équivalence, je rappelle qu'on détermine l'équivalence grâce à la méthode des tangentes, donc on trouve que l'équivalence est entre 6 et 7,6 au niveau de la valeur de pH, donc on peut se reporter à des tables qui vous seront toujours forcément données, et je me rends compte qu'à ce moment-là, ça peut très bien correspondre au BBT, le bleu de bromothymol, et à ce moment-là, c'est lui qu'on va pouvoir utiliser. Et au cours du dosage qui est proposé, la solution avait un pH inférieur avant l'équivalence et supérieur après l'équivalence. Et donc, on va d'abord avoir la teinte de la forme acide, c'est-à-dire jaune, puis à l'équivalence, donc teinte sensible verte, puis après l'équivalence, teinte bleue au niveau de ce qui se passerait dans le bécher lors du titrage acido-basique suivi avec un indicateur coloré. Et enfin, dans une dernière partie, je m'intéressais au pH des milieux biologiques. Et on va commencer par parler de ce que sont les acides aminés. Alors les protéines qui sont les espèces chimiques les plus abondantes dans nos cellules sont des assemblages, des macromolécules de petits éléments qu'on appelle des acides aminés. Ces acides aminés sont en fait ce qu'on appelle des acides alpha-aminés. Ça veut dire qu'ils ont une fonction amine et acide sur le carbone juste à côté du carbone central, c'est pour ça qu'on appelle ça en alpha, c'est le carbone qui est juste à côté. Eh bien les acides alpha-aminés sont des composés qui contiennent un atome de carbone qui possède et un groupement carboxyle et un groupement amine, c'est-à-dire qu'ils font à la fois partie de la famille des acides carboxyliques et de la famille des amines. Alors on peut citer tout un tas d'exemples d'acides aminés. Ces acides aminés possèdent des propriétés acido-basiques bien particulières, car le groupement carboxyle et le groupement amine vont leur donner des propriétés à la fois acides, le groupement carboxyle, et à la fois basiques, puisque ça fait partie aussi de la catégorie des amines. Alors on va pouvoir avoir différentes formes sous lesquelles vont exister les acides aminés. La forme totalement protonée, avec le COOH et le NH3+. La forme zwitterionique, c'est-à-dire la forme pour laquelle globalement j'ai la neutralité, mais en réalité j'ai une charge plus sur l'amine et une charge moins sur le carboxyle, donc qui serait la forme pour laquelle j'ai le CO- NH3+. Et enfin la forme anionique, pour laquelle ce serait complètement déprotoné pour les deux fonctions. La fonction carboxyle serait sous la forme CO- et la fonction amine sous la forme NH2. À ces trois formes acido-basiques d'un acide aminé vont correspondre trois domaines de prédominance, c'est-à-dire un diagramme de prédominance qui nécessiterait la connaissance
de 2 pKa, puisqu'il va y avoir 2 couples acide-base qui vont pouvoir exister. Le couple acide-base avec la forme totalement protonée et la forme zwitterionique, ça c'est le premier couple acide-base, donc AH2+, AH+-, qui est caractérisé par un premier pKa, et puis un deuxième couple acide-base, qui serait le couple acide-base qui fait intervenir la forme zwitterionique et la forme anionique, à savoir le couple AH+-, A-, qui serait caractérisé par une deuxième valeur de pKa. On peut donc tracer le diagramme de prédominance suivant, qui est un petit peu plus complexe que celui qu'on a défini juste avant, parce qu'il fait intervenir 2 couples acide-base. Je rappelle que la forme qui peut avoir à la fois un rôle d'acide et à la fois un rôle de base en fonction du réactif qui est mis en contact avec lui s'appelle un ampholyte. Alors on peut faire une remarque, c'est que la forme générique de l'acide aminé avec COOH et NH2 n'existe pas, parce que ça ne correspond ni à la forme cationique, ni à la forme anionique, ni à la forme zwitterionique. Donc en fait c'est complètement formel, ça n'existe jamais en solution aqueuse. Dans les milieux biologiques, il y a un certain nombre de paramètres qui font que la valeur du pH a une très grande importance. Et pour que ce pH soit régulé, eh bien, les milieux biologiques font intervenir des solutions avec un pouvoir particulier qu'on va appeler le pouvoir tampon. Alors on va définir ce que c'est qu'une solution tampon. C'est une solution dont le pH varie peu lorsqu'on ajoute des quantités modérées d'acide, de base ou d'eau, c'est-à-dire lorsqu'on réalise une dilution. Une solution tampon va contenir un acide faible et sa base conjuguée dans des concentrations du même ordre de grandeur, ce qui va faire que lorsqu'on veut obtenir une solution tampon, eh bien, il suffit de prendre un acide faible et sa base conjuguée et de les mettre dans des quantités voisines. La valeur du pH de la solution sera donnée par la relation d'Andersen-Hasselbalch. Les processus biochimiques des organismes vivants sont extrêmement sensibles aux variations de pH et donc les milieux biologiques sont des milieux tamponnés, régulés par un ensemble de solutions tampons. On peut citer par exemple les tampons qui sont liés à la présence de dioxyde de carbone, qui seraient les tampons H2CO3, HCO3-. Je rappelle que H2CO3, l'acide carbonique, peut aussi être écrit sous la forme CO2H2O, c'est le dioxyde de carbone dans sa version dissoute dans l'eau. Et on peut aussi citer le tampon qui fait intervenir le couple dihydrogénophosphate, H2PO4-, HPO4-2-. Ces systèmes tampons permettent de réguler les valeurs de pH dans un domaine qui est voisin du pH physiologique, à savoir un pH de 7,4. Voilà pour cette vidéo concernant le cours sur les acides et les bases. Je vous encourage à aller voir la vidéo suivante qui concerne des exercices types qui font intervenir les notions vues dans ce cours.